Bonjour à tous, c'est Nicolas Rago, Actarus, pour Limpers. Aujourd'hui, je fais donc une vidéo de Heads Up pour ne pas changer. Je continue ma série sur ce thème. Alors, aujourd'hui, c'est en 2-4. Je vais jouer je vais jouer deux tables à la fois, contre trois adversaires différents qui vont se succéder. Euh, donc, je fais toujours les commentaires a posteriori. J'ai déjà joué la session tout à l'heure. Alors, ce qui est intéressant, c'est sur on-game, il y a beaucoup de joueurs très loose et très aggro, limite maniaque. Donc c'est vraiment exploitable et très lucratif quand on arrive à s'adapter contre ce genre de joueurs. Mais ça va être intéressant de vous montrer des adversaires beaucoup plus aggro dans ce match. Euh, donc voilà, alors, c'est les toutes premières mains. C'est les toutes premières mains contre ces deux adversaires. Alors, Akko 88 à gauche et Anna Ra à droite. Donc je sais pas encore comment ils jouent, mais je m'attends à des joueurs très aggro, donc je m'attends à des joueurs qui vont attaquer 100% de leurs boutons. Donc contre eux, je vais 3 bet énormément, peut-être 15 à 20, 15%, 20% du temps, pour contrer leur agressivité. Euh, et leur position, je m'attends à ce que les adversaires me 3 bet beaucoup, donc a priori je vais resserrer ma range d'attaque pré-flop. Au lieu d'attaquer 100% de mes boutons, j'ai peut-être attaqué 75% du temps, ce qui me permettra de folder un tout petit peu moins sur leur raise. Euh, donc voilà. Et seconde chose, oui, je m'attends à avoir pas mal d'actions contre eux, donc on va voir ce que ça donne. Donc c'est parti. Donc pour l'instant j'attaque beaucoup de mes boutons tant que je vois pas que les adversaires s'adaptent. Je Donc j'ai peut-être pas attaqué 100% de boutons, il y a des fois je vais fold, mais j'ai quand même attaqué beaucoup et m'ajuster euh, dès que je vois de la résistance en face. Alors à gauche, à droite je me fais check raise, je vais passer, pour l'instant je connais pas le joueur, donc je vais pas tenter un move. À gauche mon adversaire me mini raise au bouton, donc c'est intéressant, c'est pas une erreur en soi. 2 et 3 suited c'est pas assez pour défendre sa blinde. Alors en fait, ce que recherche un joueur quand il minirise au bouton, ce qui est intéressant, ça marche bien contre des débutants. Ce qu'on recherche, c'est d'avoir un joueur qui va coller 100% du temps. Alors en fait, on va attaquer avec une main random et notre adversaire va coller avec une main random. Donc on va se retrouver à jouer un pot de 4 grosses blindes 100% du temps avec la position. À chaque fois qu'on a la position, en fait, on va jouer un coup de 4 grosses blindes. Donc c'est vraiment intéressant. Donc c'est donc une erreur de trop coller quand notre adversaire mini-raise. Alors, quand vous êtes confronté à ça, vous pouvez vous permettre de coller un peu plus loose que d'habitude, puisque ça vous coûte moins cher. Mais il faut faire attention, il ne faut pas coller 3 fois plus de mains. C'est-à-dire au lieu d'avoir un VPIP peut-être de 25, on va avoir un VPIP de, je sais pas moi, 32, 33. Euh, et on va beaucoup plus check raise les flops parce que notre adversaire aura des mains beaucoup moins bonnes, en règle générale. Donc, donc il faut jouer un tout petit peu plus de coups et il faut 3 bêtes beaucoup plus puisque notre adversaire va attaquer beaucoup et ça lui coûte pas cher de. En fait, euh, il investit peu pré-flop, donc il y a un bon rapport euh, entre entre risque et récompense pour lui. Donc on se doit de réagir en le 3 bêtant plus.
Donc en fait, j'ai 3 bêtes à 4 fois son montant, 32, mais c'est un peu fort, je pourrais faire 20 juste, 28. Bon, c'est après, ça change pas des masses. À droite, j'ai souvent la meilleure main, donc je décide de payer. Par contre, je connais pas ce joueur, donc j'ai souvent la meilleure main au flop. Le valet ne change pas tant que ça la situation. Maintenant, il seconde barrel, je sais pas trop ce que ça veut dire contre lui. J'ai peut-être encore la meilleure main, maintenant ça va être difficile si je paye et que je prends une mise à la river, je serai obligé de fold. Donc comme je sais pas si c'est quelqu'un de maniaque, si c'est quelqu'un qui seconde barrel beaucoup en bluff, euh, c'est un petit peu difficile, donc dans le doute, pour l'instant, il est plus sage de folder. Donc je défends évidemment avec roi 9. Euh, je décide de donc bet en misant le pot ici, parce que bon, le pot est tout petit. Pour l'instant, il me connaît pas. Si mon adversaire me raise, je vais passer. Voilà, c'est un flop qui peut très souvent ne pas avoir touché, donc il peut très souvent folder. J'essaie de jouer agressif hors position d'entrée de match, essayer de créer une certaine dynamique. Alors, j'ai été payé, ce qui n'est pas une très bonne nouvelle. Euh, mais ici, il y a un 8 de carreau à la turn, qui est plutôt une bonne carte pour continuer à bluffer. Euh, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, quand, quand je paye préflop, si ma main contient un 7, donc top pair, je peux pas avoir 7 et dame et 7 ici par exemple. Parce que je colle pas avec dame et 7 même suited. Donc quand j'ai un 7 en main, j'aurais As7, 7 et 5, peut-être je peux avoir 7 et 5 suited, 7 et 6, 7 et 8, 7 et 9 peut-être. Donc en fait le 8 améliore ma main. Soit j'ai fait deux paires, soit j'ai une gutshot ou tirage quinte par les deux bouts. Ce qui fait que ma main s'est améliorée. Je peux avoir fait quinte aussi avec 6 et 4, 6 et 9, un petit peu improbable, mais c'est pas impossible non plus. Donc c'est une bonne carte pour seconde barrel, surtout que lui, il peut avoir n'importe quelle main, n'importe quelle paire en main, n'importe quelle paire, genre un 5 ou un 7, mais accompagné de n'importe quel kicker, puisqu'il attaque quasiment tous ses boutons, donc il peut avoir 5 et roi par exemple. 7 et valet, c'est difficile pour lui de payer, de payer si on continue à seconde barrel ici. Donc je pense que je suis assez crédible. Je décide Donc là, on décide de miser assez fort, 40. On veut, on veut pas le laisser pédaler un draw. Et en même temps, si on avait une main comme 7 et 8, on veut la protéger. Euh, Donc, mauvaise nouvelle, encore une fois, on a été payé. Euh, Mais c'est un 2 de pique qui sort à la river. Donc il y a le tirage pique qui rentre. De son point de vue, il sait que c'est pas impossible il sait que c'est pas impossible qu'on a donc bête avec les piques et qu'on ait fait flush ici. Donc c'est assez scary la doublette du 2. Alors le problème c'est que c'est pas la meilleure carte parce que s'il avait overpair, c'est difficile pour nous de value BT ici 8 et 9. Si on pourrait le faire mais c'est pas évident en fait. Le fait que ça aurait été préférable qu'on touche un 3 de pique à la river ou une main comme ça, 4 de pique ou un 10, un 9. C'est vrai que ici, de son point de vue, on ne devrait pas value BT des tonnes de mains, à part la flush, la quinte. Euh, de paire 7-8, c'est difficile à value BT ici, contre un joueur qu'on ne connaît pas. Euh,
Donc de son point de vue, notre range serait peut-être assez polarisé. Maintenant, il sait pas s'il bat quasiment qu'un bluff. S'il a par exemple As-8, il bat quasiment qu'un bluff. Donc, ou As-7. C'est difficile pour lui de payer parce que il sait pas si on est capable de 3 barrels bluff. Donc je pense que ici on a un bon spot pour pouvoir voler. Il faut miser assez fort. Ici on pourrait miser 100, ce que je ferais avec la flush. Euh, donc pour toutes ces raisons, je décide de bluff. Il y a beaucoup de mains qui contiennent un 5, un 7 ou un 8 qui devraient fold. Alors à droite je paye, ça c'est standard, je paye avec le deuxième paire. Et il va montrer une très belle main, 6 et 2. Euh, En fait il a touché une open-ended à la turn. C'est ce qui lui a fait payer, il a touché un miraculeux 2 à la river. On n'est pas très chanceux sur ce coup-là, en sachant qu'il y a beaucoup de... quasiment toutes les rivers qui touchaient pas, c'est-à-dire si c'était pas un 4, un 9 et un 2, bah, on prenait le pot. En sachant que là il avait des outs pour ce... En fait il avait quelques outs avec lesquels il aurait pu nous payer, donc un 4, un 9 ou un 2. S'il avait des mains comme As-7, quasiment jamais il va nous payer. Donc c'est un bluff qui est assez profitable. Donc maintenant, c'est la vie. Alors à droite, j'ai deuxième paire, donc j'ai fait un call standard. Il y a un As qui arrive. Alors, c'est pas une scary card. C'est ça, c'est ça qu'il faut comprendre. En fait, il y a beaucoup de débutants. À chaque fois qu'il y a une carte au-dessus du flop qui arrive, euh, ils pensent que c'est une scary card. Mais il y a pas de raison qu'il y ait plus un As dans sa range que d'autres cartes. Euh, alors, puisqu'il attaque quasiment 100% de ses boutons, donc en fait, la probabilité qu'il a un As ici maintenant, elle est pas très grande. Donc très souvent, ça n'a pas amélioré sa main, il a pu avoir roi-valet, c'est sûr, mais ça sera assez minoritaire. Je pense que très souvent, il va second barrel le bluff. Donc je décide de payer, en plus on a des outs. Euh, je décide de payer ici, c'est beaucoup plus facile que si j'avais 10 et 9. Non, qu'est-ce que je dis? J'ai toujours une gutshot avec 10 et 9. Donc j'ai pas touché. Ici je check. Je pense fold. Si 3 barrels, c'est difficile de payer quand même. Donc il me montre Dame 6, il a bien joué le coup. Euh, donc encore une fois, là, c'est pas une scary card et ça, il le sait. Alors, en fait, elle est peut-être plus carry pour lui que pour moi. Parce que moi, je sais qu'il a pas très souvent d'as dans sa range. Alors que moi, je peux avoir des as suited avec le tirage carreau. Je peux peut-être avoir as 8. Peut-être as 9. Voilà. Donc il a bien joué le coup, la seconde barrel pour protéger sa main contre les draws. Par contre, l'inconvénient de sa ligne, donc ça c'est les avantages, c'est qu'il protège. Maintenant l'inconvénient c'est que je peux le raise en je peux le raise en bluff et il sera obligé de fold. Alors que s'il avait check la turn et collé un bed river, il était sûr de ne pas se faire outplay. Donc ça c'est une chose, mais bon, comme dans toute ligne, il y a toujours des avantages, des inconvénients, donc c'est important de mesurer les avantages et les inconvénients suivant le joueur. Par exemple, si moi je suis un joueur très passif et qui me connaît très bien, le second barrel a beaucoup plus de poids, puisque, euh, puisque si j'étais un joueur très passif, je vais rarement le raise en bluff. Donc les inconvénients, il y a moins d'inconvénients à second barrel sur cette main. J'ai pas décidé de d'attaquer le pot à gauche.
Alors à droite, je l'ai décidé de la jouer un petit peu tricky. J'ai deuxième paire que j'ai pas protégé. Pourquoi pas. Euh, le plan c'était un petit peu comme il a l'air assez aggro, c'était de le laisser bluffer à la turn et à la river et de payer tout le long. Donc là, il a checké, je mise, donc je suis content, il me raise. Je pense que si je re-raise maintenant, je vais faire fuir beaucoup de mains. Il y a de bonnes chances qu'il ait une main faible ou air total. Donc je décide de payer, de juste payer. Donc maintenant je fais full au cas où il est roi 10. Maintenant il check très très vite. Alors il check très très vite. Ici, de son point de vue, toutes les mains faibles faites, je vais les checker. Toutes les mains faites relativement bonnes, je les value. Et il y a très 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 peu de cas où j'ai un bluff total ici. Donc en gros, quand je mise à la river, il y a bonne chance que admettons s'il est ace high, il y a de très 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 grandes chances qu'il soit derrière, peut-être 90% du temps. Donc ici, il y a peu de chances qu'il fasse de hero call. En plus, comme il a check raise, ça montre une main. Soit il a air, soit en fait ça polarise beaucoup sa range. Soit il a air total, soit il a une dame ou un valet. Donc les rares fois où il aura un petit quelque chose, je pense que ça sera pas très gros, donc je décide de miser vraiment pas fort, de miser 60 dans 103. Alors il y a beaucoup de joueurs ici qui miseraient le pot pour se faire payer très cher. Je pense que ça sert à rien. Donc c'est deux adversaires vraiment décents à cette limite-là. Ils attendaient tous les deux sur des tables de heads up, donc c'est souvent des régulars. Ils étaient KV max. Donc ils ont l'air aggro, mais ils ont l'air d'avoir un jeu assez équilibré pour l'instant. On va essayer de trouver des leaks chez les adversaires et essayer de les exploiter. Alors à droite, j'ai touché une grosse main puisque j'ai deux overcards et tirage qui vient de parler debout, donc c'est du 50-50 contre des mains comme As-10. J'ai une très belle équité, je décide de raise tout de suite pour agresser le coup. Je pourrais call aussi, alors pourquoi plus l'une que l'autre? En fait, je vais beaucoup check raise en bluff, j'ai beaucoup de check raise, donc il y aura beaucoup de bluff, évidemment. Donc pour compenser ça, j'essaye de raiser aussi des semi-bluffs, des mains qui ont une bonne équité. Et si par exemple il me raise ici, je pense que je ferai tapis avec une équité vraiment bonne et une bonne fold equity aussi. Alors il m'a payé, le 7 n'est pas une excellente... pour ma main n'est pas une bonne carte. Par contre vis-à-vis de l'adversaire, euh, vis-à-vis de l'adversaire, c'est une carte qui peut être dangereuse puisque je peux avoir comme des mains comme 10 et 8, 8 et valet suited. Euh, donc c'est une carte assez connectée qui peut me donner des outs. Si j'avais 10 par exemple 10 et valet, ça peut me donner des outs en plus. Donc c'est difficile pour lui. Alors, le problème c'est que si je mise très fort, il peut shove. Si je mise 120 par exemple, il peut shove à 330 avec overpair ou en semi-bluff avec un meilleur ratio. Donc je préfère miser moins fort.
c'est un tout petit peu plus difficile pour lui de raise, en sachant que si je suis payé, il me reste un bon tapis derrière. Il me reste, il me reste 243 dans a priori 90, 180, 180, 320 je crois. Donc j'avais un, je sais pas si j'aurais poussé à la river, mais en tout cas c'était une opportunité, c'était une occasion. Alors à droite c'est un board qui est très soft, je mise juste la moitié du pot, un tout petit peu plus. Maintenant le 3, un petit peu plus dangereux, pas parce qu'il peut avoir la flush, mais parce que ça lui donne des outs supplémentaires. Euh, donc j'ai très souvent la meilleure main, je pense, à la turn quand il me paye. Le problème c'est qu'il va me payer plusieurs sortes de mains. Il peut me payer avec un 7 pour me trapper, je pense qu'il y a peu de chance, il m'aurait raise avant, mais c'est pas impossible. Il peut avoir petite paire, hauteur as, un 9, il peut avoir ouais, hauteur as avec peut-être un carreau, des choses comme ça. En tout cas, il a soit une main faite, faible ou moyenne, avec laquelle il va check la river s'il n'a pas de carreau. Soit il a une main avec hauteur as, mais s'il a hauteur as, il n'aurait pas payé s'il n'avait pas de carreau en main, je pense. Donc il y a de très très peu de chances qu'il ait une main qui transforme en bluff. Donc ici, il y a de grandes chances qu'il ait un carreau. Donc je back un bluff. Et je vois pas comment il peut bluffer ici. Se retrouver en bluff en fait à ce moment-là du coup. Puisqu'il a payé hors position tout le long. Donc je décide de passer. En fait c'est important suivant la ligne que votre adversaire emploie, c'est important d'essayer de voir avec quel type de main il peut le faire. Par exemple, il y a certaines lignes où c'est quasiment sûr que notre adversaire n'a jamais une main forte, très forte. Il y a certaines lignes, on sait que notre adversaire n'a jamais rien du tout en main. Il a toujours une main faite, etc., etc. Euh, donc à droite, standard, j'ai 3 bêtes avec As-Dame pour value. Et j'ai trouvé un excellent flop que je sais bête. Il fait quelque chose de très étonnant. Il m'a mini-raisé à 80. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Alors ici en fait, je suis prêt à stack off évidemment. Le problème c'est que si je paye et que je check la turn et qu'il check aussi, ça lui fait une carte gratuite et le board peut devenir très dangereux. Donc le jeu normal ici c'est de raise sans historique particulier. Alors je décide de faire un truc un petit peu tricky, je décide de faire un mini raise, il fait 82, je vais faire 160. Et c'est pour l'inciter à pusher tous ses draws. Et voilà, et si j'avais rien en main, ça me permet de faire un bluff pour pas cher en fait, parce que ça me permet de rajouter 120 seulement dans un pot qui est déjà très gros, qu'en fait déjà 180. Donc voilà, je tente ma chance en sachant que... Bon, si j'avais raisé un peu plus fort, ça aurait pas changé des masses non plus, hein. Donc c'est important dans les pots 3 bêtes de faire des raises beaucoup moins forts que vous l'auriez fait dans un pot plus petit, tout simplement parce que la profondeur des tapis est beaucoup moins grande, donc là je paye instantanément. Donc super rencontre et, et il touche à la turn. C'est 3 outs miraculeux. Donc en fait c'est un set. Donc on reload tous. On reload. Euh, et on se rassoit à la table. Oui, donc c'est un setup, tout simplement, il paye, il a en heads up, on peut pas éviter ce genre de rencontre, c'est condamné à la tapis d'une manière ou d'une autre. Ça peut ne pas aller à tapis quand un des deux adversaires slow play et que finalement il y a des cartes dangereuses qui arrivent, comme là ça aurait été peut-être le cas, s'il avait juste payé, le roi aurait pu freiner l'action, mais au flop, de toute façon, lui joue bien, moi je joue bien, et c'est juste de la variance, ni plus ni moins. Mais en fait, c'est ce genre de coup qui est assez intéressant, parce qu'en fait là il m'afflige un bad beat, mais quand vous êtes plus solide
dans la tête que votre adversaire. C'est ce genre de bad beat qui est profitable parce que un coup c'est vous qui allez prendre ce bad beat, donc vous allez assez bien l'encaisser si vous êtes plus solide que votre adversaire, et quand c'est l'inverse, votre adversaire peut plus facilement craquer. Donc c'est ça qui fait la richesse du heads up, c'est que c'est que c'est que le match peut basculer comme ça. Il y a certains événements qui sont pas gérés de la même manière par chaque adversaire, chaque joueur. Euh, Donc à droite, j'ai payé le 3 bet avec As-Valet, ce qui est classique, puisque mon adversaire 3 bet à peu près 15% ou même plus, 20% du temps je crois. Donc As-Valet c'est une très bonne main qui se défend bien, j'ai touché un excellent flop. Je pourrais raise tout de suite. Euh, ouais, je pourrais raise tout de suite. Mais j'ai décidé de payer pour essayer d'avoir un peu d'action et qui me bluffe à la turn. Alors en fait ici, mon, mon plan a été pendant la partie, je vais vous l'expliquer, ça a été de checker la turn pour faire croire que j'étais sur une paire moyenne, paire de 9, paire de 10, paire de valet, paire de dames, peut-être. Et pour espérer qu'il essaye d'arracher la river, j'aurais juste payé, je pense. Euh, donc voilà, maintenant, a posteriori, je pense que c'est mieux de protéger sa main et de miser ici pas très fort, chose que je ferai de temps en temps aussi après avoir flotté le flop. Je peux le flotte avec n'importe quoi, genre, je sais pas, je peux le flotte avec roi dame. Et ou roi valet et attaquer la turn pour bluffer. Donc ça permet de me montrer que je ne me laisse pas faire. Je pense qu'à posteriori là dans la situation, je préfère miser la turn, mais bon, c'est un choix que j'assume ici. Donc maintenant il check, il a sûrement pas grand chose. Donc je décide de value pas très cher. Chose que je ferais si j'avais strictement rien, genre les piques pour bluff. Donc 125, pas besoin d'en mettre des tonnes ici. Donc c'est important de placer aussi des bluffs pas chers dans certaines situations. Ça, parce que je vois des joueurs qui misent 3 quarts du pot pour bluff à certains moments, alors que des fois juste la moitié du pot ça suffit. Suivant la range adverse, des fois la range adverse elle est polarisée, c'est soit rien du tout, soit un bon jeu qui vous paiera quoi qu'il arrive. Donc des fois il n'y a pas besoin de miser aussi fort que d'habitude. Voilà, c'est le genre de choses qu'on sent un petit peu plus après à force avec l'expérience. Euh, donc à droite je sais bet pour protéger ma main. Donc j'ai l'initiative. Pas besoin pas besoin de raise beaucoup, encore une fois. Euh, alors ici, alors en fait ici, je me fais raise. Il raise très fort, donc c'est assez bizarre sur ce board qui est très très soft. Si je paye, il me reste que 200 derrière, donc c'est un peu gênant. C'est un tout petit peu gênant, en sachant qu'il peut toucher un valet ou une dame. Assez miraculeux pour lui, donc je décide de push ici. Il y a de bonnes chances qu'il ait strictement rien. Et donc voilà, s'il avait beaucoup plus de tapis, je jouerais le coup différemment, évidemment. S'il avait genre 500 derrière, je paierais juste, je pense. Euh, voilà, voilà. Et puis s'il a un roi, c'est la vie, hein. Donc il a roi dame. C'est assez étonnant qu'il raise aussi fort.
Donc c'est un peu difficile pour moi d'éviter ça, je pense. Décidément, Roi-Dame ne me réussit pas. Je perds tous les coups contre Roi-Dame. Donc là, pour l'instant, mes adversaires jouent bien. J'ai pas remarqué d'erreur particulière. Euh, à part peut-être l'adversaire de gauche qui a tendance à un peu trop coller quand je donc bête. Euh, En fait, à gauche, j'ai décidé de 4 bêtes parce que c'est depuis 12 minutes que le match a commencé. Et j'avais jamais 4 bêtes avant, donc c'est assez crédible. Et bon, là, il a push, c'est comme ça, mais ça aurait été dans les 2-3 premières minutes, c'est un peu plus compliqué de 4 bêtes dans les 2-3 premières minutes parce que les adversaires savent très bien qu'on on va 4 bêtes souvent avec des mains pourries et qu'on va souvent fold. Il y a beaucoup de joueurs qui push all-in sur le tout premier 4 bêtes de leur adversaire en tout début de match. Maintenant, c'est mon premier 4 bet mais au bout de 12 minutes, donc on peut penser que j'ai attendu une main pour le faire. Donc j'ai pas de raison de particulière de croire que mon adversaire va penser que je bluffe. Donc là, je pense qu'il y a de grandes chances qu'il avait une main. Donc là, mes adversaires jouent. Alors, Ako 88 joue 90% de ses boutons en mini raise. Et hors position, il joue 27% des mains. Et il a un préflop raise vraiment important de 19%. Donc contre lui, je me suis pas bien adapté. J'aurais dû raise beaucoup moins de mes boutons, j'aurais dû raise que 65% peut-être du temps, au lieu de 80, 75. Pour la simple et bonne raison qu'il me trop beaucoup, donc je dois beaucoup fold. Si je resserre ma range au bouton, je vais pouvoir plus souvent call en fait, parce que j'aurai souvent des mains un tout petit peu plus meilleures en moyenne. Donc l'idée c'est de raiser beaucoup moins de boutons, mais sans que l'adversaire s'en aperçoit et ne change sa manière de faire. Donc l'idée c'est qu'il continue à 3 beaucoup, beaucoup trop par rapport à ma range, et ce qui me permettra de coller un peu plus souvent et de jouer des pots 3 bêtés avec la position et des mains un petit peu meilleures que lui. Donc ça c'est un truc que j'ai pas bien fait dans le match. J'aurais vraiment dû baisser ma range. Euh, à droite j'ai 4 bêtes avec une main pas terrible, j'ai touché deuxième paire, donc c'est un coup compliqué si je check. En fait le problème c'est que je risque de me la faire bluffer et c'est compliqué à jouer, donc je décide de miser tout de suite. C'est pas vraiment une mise pour info, mais plutôt mais plutôt pour prendre le coup directement en fait, pour éviter de me faire bluffer plus tard. Alors à droite, j'ai donc bet, ce qui n'est pas du tout une bonne idée. En fait, contre ce genre de joueur, il nous a vu donc bet avec strictement rien, et il a tendance à être un petit peu calling station sur les bords, donc je pense que contre lui, il faut qu'on arrête de donc bet avec R, et il faut qu'on le fasse avec des mains fortes, type top pair, évidemment deux paires, brelan, etc. Mais surtout les top pairs, sur laquelle on va prendre de la value contre ses troisième et quatrième paires où il va nous call tout le long. Donc faut que j'arrête de le faire avec R total. J'avais même pas de gutshot en plus au flop. Je pense que c'est vraiment pas une bonne idée, ouais. Je pense que je peux avoir de l'action quand j'aurai top pair, je peux avoir de l'action dans ce genre de pot.
Donc là il a troisième paire et je pense qu'il payait encore à la turn. Donc il faut que je change. Pour l'instant c'est pas vraiment il a pas vraiment fait d'erreur, mais ça peut le devenir s'il commence à payer sans arrêt avec troisième paire et à ne pas comprendre que moi j'ai changé mon type de main avec laquelle je donc bet, c'est-à-dire au lieu que ce soit air, bah, ça soit des top pairs. Encore une fois, juste entre parenthèses, euh, contre un joueur, il n'y a pas besoin forcément de mixer le type de main avec laquelle on donc bet. Il y a certains adversaires, vous pouvez donc bet tout le temps avec top pair. Si les joueurs vous croient jamais et ne s'adaptent pas, et qui vous donnent toujours de l'action, vous pouvez le faire qu'avec des très grosses mains. Euh, si c'est des joueurs euh, si c'est des joueurs qui sont très weak, bah, vous pouvez le faire qu'avec des bluffs, parce que l'adversaire va coucher. Et alors mixer c'est donc bête, ça c'est surtout utile contre les bons joueurs qui vont s'apercevoir et qui de temps en temps il faut le faire avec top pair, avec des draws, etc. etc. J'ai pas suivi le flop, il me semble que j'ai check raise. J'ai check raise le flop. Ouais, j'ai check raise le flop, donc j'abandonne maintenant, mais là ça me coûte pas très cher en fait un check raise. Je pense que c'est mieux c'est moins gênant de check raise que de donk bet, parce que donk bet il peut flotter avec beaucoup plus de mains, le pot est plus petit, etc. Alors que donc check raise, pour l'instant il m'a jamais fait de three bet au flop. Donc c'est le check raise est un petit peu plus efficace contre lui, puisque s'il a rien il va fold et ça me coûte pas très cher. Voilà. Alors à droite j'ai une situation intéressante, je me suis fait 4 bêtes, mon adversaire est assez aggro quand même, il 3 bet 16% des mains, il a pas beaucoup 4 bêtes c'est sûr, mais je pense qu'ici il a pas forcément une premium. On va dire que j'ai 400 à pousser, il y a déjà 150 au milieu, donc j'ai à chaque fois qu'il fold je récupère 150. Donc il suffit qu'il fold une fois sur 3, je pense que je dois être à peu près even contre sa range de call. Donc je décide de pousser avec une équité qui est pas mal contre sa range de call. Évidemment je suis un peu derrière avec As-Valet quand il me callera, mais toutes les fois il va fold. Bon, dans la dynamique du match, je pense qu'il faut pousser ici. C'est c'est marrant, une instant call avec Roi Valet, c'est vraiment horrible parce que, en fait, il y a beaucoup de mains avec lesquelles je peux shove en bluff et qui battent Roi Valet. C'est ça qui est marrant. Je peux shove avec As-5 par exemple, parce que c'est une bonne main pour shove, parce que vous aurez. Ce sera un 70-30 quand vous êtes payé. Et en plus de ça, ça diminue la probabilité qu'il ait As-Roi en main, puisqu'on a déjà nous aussi un As. Donc c'est vraiment un mauvais call Roi Valet suited. Surtout que c'est une main. S'il pense que je 3 bêtes comme un maniaque, c'est une main qui se joue bien, Roi Valet suited, dans un pot 3 bêtes. En revanche, c'est une main qui se jouerait très mal si je 3 bettais 6% du temps, puisqu'elle sera souvent dominée, etc. Maintenant, s'il pense que je suis un maniaque, donc c'est pour ça qu'il 4 bet, parce qu'il pense que je 3 bête beaucoup, euh, bah c'est pas très cohérent ici. Donc il me paye, et puis il va toucher. Voilà, boum, gros flop. 3 out encore. C'est la vie, fort cavé. Se rasseoir à la table. Et voilà, c'est reparti. Donc c'est des adversaires qui dans l'ensemble jouent bien. Je pense qu'ils ont des petits leaks post-flop. On n'a pas joué beaucoup de coups post-flop, c'est peut-être difficile à dire, mais je pense que dans le changement de rythme, ils auront certains problèmes à s'adapter. C'est surtout ça qui fait la différence après entre un joueur de 4 et un joueur de 5-10.
c'est surtout à propos de ça. Alors le joueur de gauche a quitté, et par contre le joueur de droite, c'est moi, j'ai quitté la table sans faire exprès. J'ai pas pu me rasseoir sur la même table où mon adversaire avait un gros tapis de 1200 ou 1400 je crois. Donc il y avait un bug dans le soft. Donc j'ai donc j'ai donc repris une nouvelle table où il a que 400, donc c'est dommage pour moi parce que si je doublais sur lui quand il avait 1400, ça pouvait me permettre de revenir plus facilement dans le match. Donc celui de droite était beaucoup plus aggro que l'autre, celui de gauche, Akko 88, était un petit peu calling session dans l'âme. Je pense que là j'ai pas eu beaucoup de coups pour l'exploiter. Euh, mais c'est le genre de mec contre qui j'aurais pu value. Sur 3 streets, pas mal de mains. Donc encore une fois, lui il est assez agressif, je devrais un tout petit peu diminuer mon pourcentage de raise pré-flop. A noter qu'en début de match il 4 jamais, et maintenant il commence à le faire, donc c'est une arme. Euh, il est obligé d'employer une arme pour me contrer. Alors As-8, Offsuit c'est une main qui se joue vraiment pas bien, il 3 bet 15% des mains, c'est beaucoup, mais il 3 bet pas assez pour que mon call soit correct. C'est une main qui aura du mal à se jouer post-flop quand même. Surtout on est qu'avec As 100 BB Deep. Donc lui, il attaque 72% des boutons, donc comme moi j'ai 3 bet 15%, il a diminué son attaque au bouton, donc c'est une bonne chose, je pense. Alors ici c'est pas profitable en fait de payer avec paire de 5 à 100 BB deep, comme je l'avais déjà dit dans mes précédentes vidéos. Il faut folder, je pense que c'est une erreur non négligeable parce que non seulement on perd de l'argent en payant, mais en plus de ça on peut perdre de l'argent dans la suite, du coup c'est très compliqué. Donc voilà. Alors à gauche un nouveau joueur. Il me semble qu'il a pris une cave sur moi, je sais plus sur quel coup. Donc c'est un français, French Frog 98. J'ai parlé un petit peu avec lui, ce n'est pas un fake français. Donc Anna Ra'a, oui 3 bêtes, quasiment 16% des mains, et joue 27% hors position. Mon adversaire a check à gauche, donc il peut avoir pas mal de mains. À droite j'ai souvent la meilleure main encore une fois. Alors, le coup de gauche, j'ai payé avec 6 et 8, mais a posteriori, j'aime pas trop. Je pense qu'ici, c'est le troisième cœur qui me fait un peu peur, dans le sens que même si on est encore devant, ça va lui donner des outs à la river. S'il a un cœur par exemple en main, ça lui donne des outs. Il y a pas mal de cartes assez scary pour moi. Même s'il a pas de cœur, il y a un cœur qui arrive, c'est assez compliqué de jouer ensuite. Donc le fold est préférable ici, je pense. Surtout qu'il peut avoir joué un 10 ou un roi comme ça, exceptionnellement. Je pense que fold c'est un petit peu mieux, mais j'ai payé. À droite, euh, je me suis fait check raise sur ce flop, ce qui veut rien dire. Donc j'ai très très souvent la meilleure main. Je paye. Il y a un 9 qui arrive qui est une carte où qui ne change rien. Il peut avoir un 9 en main, mais il y a peu de chance quand même. Alors en fait, ici, quand mon adversaire check, c'est pas souvent qu'il aura un monstre. Puisque s'il avait un 3 en main, ou je sais pas, full, euh, la plupart des joueurs vont continuer à miser en fait.
Euh, Donc ça c'est une chose. Il y a beaucoup de joueurs qui, une fois qu'ils ont checké, ils abandonnent. Ils vont jamais check raiser en bluff ici. Donc il y a quelque chose que j'emploie qui marche plutôt bien. C'est une mise d'un tiers du pot dans ce genre de coup. Ça permet de protéger sa main. Et d'avoir un showdown pour pas cher. Puisqu'en général, la réaction adverse elle est un petit peu stéréotypée dans ce genre de coup. Surtout sur ce genre de board très, très dry. Euh, il sait très bien que le 9 ne change rien au coup. Et il sait que ça change rien au coup et que si j'avais une main comme As-5, il sait très bien que le 9 ne me fait pas peur. Donc je décide de miser juste 40. Chose que je ferais aussi de temps en temps avec une grosse main pour changer un petit peu. Donc voilà, il avait Roi 9. Donc... Mais en fait, il y a pas mal de mains. S'il avait genre Roi 8, il aurait foldé à la turn. Ça aurait permis de protéger ma main. Voilà. À gauche, je sais pas si vous avez vu, mais mon adversaire avait troisième paire avec Kicker As, As 8. Donc j'ai perdu le coup. Ici, j'ai un tout petit tapis, donc c'est difficile de 4 bêtes sans se commit, donc je décide de faire un mini raise à 80. En plus, il peut me coller très très souvent, il me colle instantanément, donc très 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 rarement il a un monstre ici, puisque s'il avait un monstre, il aurait poussé all-in. Maintenant, s'il a un roi, c'est la vie, donc je décide de pousser all-in pour protéger ma main. Et puis de toute façon, ce serait un bluff très très rentable si j'avais rien en main. Alors à gauche, mon adversaire a l'Impery Raise. J'aime pas du tout, du tout, du tout, du tout. Non, j'exagère un petit peu. J'aime pas des masses le call. Pré-flop. Je suis hors position, je suis KV tout petit. Euh, je suis KV à 100 BB deep, donc on peut peut-être fold, je sais pas. C'est borderline peut-être, mais c'est pas si automatique que ça. Surtout qu'il a jamais l'Impery Raise, donc a priori il a une bonne main, une vraie main. Euh, donc j'ai collé le continuation bet qui était pas très fort avec une gutshot. J'ai touché deux paires. Alors en fait maintenant, de son point de vue ici, si je mise, j'ai quasiment jamais un bluff. Parce qu'il n'y a pas de main avec laquelle je pourrais bluffer ici. À part peut-être As-10 que je transforme en bluff, mais bon, il y a quand même peu de mains. Soit j'ai une dame, genre je sais pas moi, As-Dame, As-Roi. Non, As-Dame, qu'est-ce que j'ai. Oui. Je peux peut-être avoir As-Dame, une main comme ça. Je vais check en fait, et toutes les mains avec lesquelles je vais miser à la river, c'est toutes les mains faites assez bonnes, voire très bonnes. Donc, comme ma range est assez forte à ses yeux, c'est une erreur de value BT le bas de sa range. Puisque lui devrait penser que ma main en général est assez forte, il devrait pas coller avec inférieur avec 10 et 9. Alors en fait on a misé ici, moi je sais que j'ai misé pendant le match, j'ai misé à ce moment-là du coup. J'espérais prendre de la value sur une dame ou un roi qui pourrait check behind. Euh, Mais ce qu'il y a c'est qu'un bon joueur ne va jamais payer avec As-Dame As-Roi ici. Donc c'est un peu débile, j'aurais dû check. Je pense que j'ai plus de value à prendre sur les bluffs puisqu'il peut avoir air total à ce moment-là du coup. Et c'est plutôt un bon board pour bluffer pour lui. Donc j'ai bisé la moitié du pot en blocking ben, mais c'est pas une bonne idée ici. J'aurais deux paires roi-dame par exemple. Peut-être que je pourrais value, puisque peut-être je pourrais me faire payer par deux paires inférieures, mais là j'ai quasiment les deux plus petites paires du board, donc et s'il avait paire d'as, je pense qu'il fold de toute façon.
Donc encore une fois, à droite, je pense que j'attaque un petit peu trop au bouton. Donc roi 8, c'est une main... je vais pas jeter préflop, c'est sûr, hein. Euh, mais là, j'ai l'impression que mon adversaire est de plus en plus aggro. Donc voilà, comme je disais, 27% de VPIP, hors position, un raise de 15%, préflop raise de 15%, de 3 bêtes, pardon, et il attaque 70% des boutons. Donc il a un bon jeu préflop. Alors, mon adversaire, French Frog, 3 bêtes, à peu près 15%, donc As-10, c'est un call normal. Je décide de payer ici parce que ma main est souvent bonne. Et puis en plus j'ai des outs, même si je suis derrière. Euh, donc le call au flop est normal. Le problème c'est à la turn, en fait, il mise la moitié du pot, c'est tout petit. Et il sait que, a priori, j'ai payé soit avec un 6, soit une dame, soit hauteur as, soit une paire en main. Si j'ai une paire en main, il y a de grandes chances que ce soit au-dessus du 6. Donc si j'ai hauteur as, en fait, parmi toutes ces mains, il y a peu de chances que je fold sur un petit bet à la turn. Donc j'ai l'impression que soit il a une grosse main, soit il a plus une main type de paire dame, dame 10 par exemple, etc. Une paire entre le 6, au-dessus du 6 en fait. Donc là, je pense qu'on devrait fold, hein. C'est vraiment pas terrible. J'aime pas du tout le call ici. J'aime pas du tout. Donc s'il check, je check derrière, mais il m'aura pris le maximum s'il avait paire de 8 par exemple. Il décide de miser encore la moitié du temps. Alors ça c'est intéressant. Euh, le fait de miser ici, ça diminue certaines mains. Alors, il peut avoir R, ce qui n'est pas impossible. Il peut avoir... Je pense pas qu'il aurait misé avec une paire de 8 ici, paire de 7. Il aurait check, c'est quasiment sûr. Il peut avoir une main comme As-Valet, Roi-Valet, peut-être paire de Roi, paire d'As. Et en fait, pour toutes ces mains-là, je pense les faire fold si je fais all-in. Il me semble que c'est vraiment une erreur de payer avec paire d'As si je fais all-in. Ok, il a que 150 dans un pot qui en fera 800. Mais c'est tellement rare que je bluffe. De toute façon, je value jamais moins bien que deux paires As-Dame ici. Paire de roi, je paye juste par exemple. Donc si je fais all-in, c'est très tendu de payer avec paire d'As. Mais malgré la cote, c'est quasiment impossible que je bluffe, surtout vu la cote. C'est pas comme si je faisais 450 tapis. C'est très bien il est quand même mon comité et que si voilà. Euh, donc je décide de faire un bluff ici, assez tricky. J'en fais pas souvent quand j'ai si peu de tapis comme ça. Donc il peut très bien 3 barrels, 3 barrels pour value, par exemple, je sais pas moi, paire de roi, et folder parce que il se dit qu'il y a quasiment aucune chance qu'il soit devant avec paire de roi. Moi à sa place, si j'ai paire de roi, je fold, hein. Je fais 140 et je fold, malgré les 160 qui restent à payer. Ça paraît peut-être weak, mais... Euh, donc voilà, le match est fini. J'ai pris quelques sack-out dans la tête, mais c'est anecdotique. Ça aurait été intéressant que ça soit l'inverse, que c'est moi qui inflige les sack-out pour voir un petit peu comment les adversaires auraient pu comment les adversaires auraient été affectés par ça. C'est intéressant parce que le jeu change considérablement. En général, le jeu devient beaucoup plus loose et beaucoup plus aggro quand il y a ce genre de transfert de masse entre deux joueurs. Mais bon, c'est moi qui ai pris les suck out, c'est comme ça. Euh,
Donc pour résumer, je pense que j'aurais dû attaquer moins au bouton. Donc j'ai joué contre deux adversaires décents, agressifs, qui sont pas facilement manipulables. Ils ont pas d'énormes leaks dans leur jeu, ils ont pas fait des... Il y a pas des grosses lacunes techniques. Je pense que là où je peux faire la différence, c'est tout dans la dynamique de la partie, savoir changer mon jeu, changer de vitesse au bon moment. Euh, donc, euh, donc voilà, bon, c'est difficile aussi de juger sur un heads-up le niveau des adversaires, surtout quand les adversaires ont un bon jeu technique. Après, pour savoir s'ils sont juste bons, moyens ou très bons, c'est difficile de le dire en général. C'est facile de voir si un adversaire est très faible. En quelques coups, on peut le voir. Maintenant, si, pour savoir si l'adversaire est très fort, c'est pas évident. Donc là, c'est difficile de dire. Bon, Ako, j'ai l'impression qu'il a quelques lacunes. Anara joue un peu mieux, même si j'ai vu, même si, euh, même s'il y a un roi valet qu'il a joué de manière très très moche à mon goût. Voilà. Donc voilà pour cette session de NL 400. Je prévois d'autres vidéos de Heads Up. J'espère que ça continue à vous plaire. J'ai des bons retours là-dessus pour l'instant. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur le forum de l'Impers dans la section appropriée. Si vous avez n'importe quelle question sur des coups, ou si vous avez des critiques à faire, ou des suggestions pour les prochaines vidéos, je serai ouvert à vos commentaires. Voilà, je vous remercie de votre écoute et puis bah, je vous souhaite bonne chance sur les tables. Allez, ciao, bye.